Troisième et dernière partie de Politiciens, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré aux réformes de l'Union africaine. Mes trois invités sont avec moi. Merci à vous, Saleh Kebzabo. L'objectif du président Kagame du Rwanda, président des exercices de l'Union africaine, comme celui de ses pairs, c'est rendre l'organisation efficace mais respectable sur la scène internationale. Est-ce qu'à travers effectivement les réformes qu'on vient d'évoquer, notamment celle qui va permettre à l'organisation de couper la dépendance financière, est-ce que ces réformes rendent l'organisation plus respectable désormais sur la scène internationale? Si elles aboutissent, oui. S'il y a un début d'aboutissement qu'il faut accompagner, soutenir, oui. Parce que qui détient le concours les cordons de la bourse détient le pouvoir. Si l'Union européenne contrôle les 2/3 du budget de l'Union africaine, quelle est notre indépendance? Lorsque dans chacun de nos pays, l'Union européenne vient encore donner des aides budgétaires à nos pays, où est l'indépendance? Donc je pense que ramener à l'Union africaine, oui. Je pense effectivement que ces réformes-là, elles doivent être encouragées, elles doivent être poussées. Il faut un volontarisme très grand de la part du président de la Commission pour que, lors de son premier mandat qui est en cours actuellement, qu'il puisse vraiment, à la fin de son mandat, présenter de bons résultats. Mais je crois que comme c'est un volontariste, il peut effectivement pousser. Tout à l'heure, on a parlé un peu des contraintes et des sanctions. Mais les sanctions, la suspension du droit de vote n'est pas une sanction. Moi, je pense qu'il faut ajouter, il faut renforcer à cela les pénalités. Il faut des pénalités par pourcentage de pénalités financières pour ceux qui ne payent pas. Pour les États qui ne cotisent pas. Si j'ai déjà du mal à payer ma petite cotisation, si vous rajoutez les pénalités, mais vous payerez. Vous payerez. Ou de retenue. Peut-être qu'ils n'ont pas de mal à payer. Ils n'ont pas de mal à payer, mais ils manquent de volonté politique pour payer. Tout simplement, il n'y a pas de volonté de payer. Quand on vous demande $200 000 de cotisation vous l'avez l'État dit, africain, Kawin Maïzo, vous avez parlé du siège de l'organisation qui a été un cadeau de la Chine. Truffé de micros et d'espions, oui. On l'a vu, l'Union européenne également contribue fortement au financement du budget de l'Union africaine. Mais est-ce qu'ils vont se laisser faire? Ceux qui hier tenaient le levier financier, et une fois que celui-là va leur échapper, est-ce qu'ils ne chercheront pas d'autres, puisque l'objectif à terme, c'est d'avoir toujours de l'influence sur l'organisation? Non, je crois vraiment que je crois vraiment que si les chefs d'État africains décident cette fois-ci de réellement construire l'Union africaine, ils vont le construire. Et ceux qui venaient à la rescousse en espérant continuer à jouer les donneurs de leçons ou encore les parrains protecteurs. Non, mais expliquez déjà pourquoi, qu'est-ce qu'ils avaient à gagner à financer l'Union? C'est toujours des questions d'intérêt, de positionnement stratégique, évidemment. Et vous pensez qu'ils vont renoncer à leurs intérêts? Mais la question, c'est pas ça. Non. La question, c'est pas ça. La question, c'est pas qu'ils renonceront jamais. D'accord. Mais c'est ceux qui sont en face qui se mettront dans les dispositions pour affronter ceux qui veulent à tout prix continuer à les voler ou encore à les influencer. C'est tout. Et pour se faire respecter aussi. Et pour se faire respecter, évidemment. Déjà, le fait de dire un père, moi je suis père, j'imagine que c'est le cas de tout le monde ici. Si votre voisin vient nourrir votre famille, ne soyez pas surpris le jour où votre fils, alors que vous êtes bien noir que moi, que votre fils devienne, que vous ayez un petit italien à la maison. On a compris. Voilà, donc ce n'est pas, ce voisin-là n'arrêtera pas si moi-même je ne me mets pas dans les dispositions pour dire, écoute monsieur, mais non c'est bon, moi mes enfants je les nourris tout seul, et que je les nourrisse. Véritablement, parce que si je ne les nourris pas, ils chercheront un moyen cette fois-ci pour aller manger chez le voisin. Donc vous voyez, toute la question, c'est celle-là, c'est celle du respect. On ne peut pas, 50 ans après les indépendances, se faire financer comme des petits-enfants. C'est pas possible à un moment donné. Mais comment c'est pas possible. Était-il possible qu'ils aient accepté jusque-là, jusqu'en 2000? Parce qu'ils n'ont jamais, parce que, outre la génération des grands Africains, les grands Africains, c'est-à-dire les Kwame, les Lumumba et compagnie, tous les gars qu'on connaît là, outre cette génération-là, tous ceux qui sont venus après n'ont jamais considéré l'idéal de la construction africaine comme quelque chose d'important. Ouais. Ils se sont accommodés de ça. Ils se sont dit, bon, ça fait plaisir, il faut en parler, bon, allez. Mais jamais il n'y a eu, mais regardez, c'est très simple. Vous verrez, il y a des discours de Lumumba sur l'Afrique. Il y a des discours de Kwame sur l'Afrique. De Sékou Touré sur l'Afrique. Cherchez les discours de ceux qui sont aux affaires actuellement sur l'Afrique, sur une vision de l'Afrique. Vous ne trouverez pas. Alors qu'ils sont restés 40 ans, 30 ans au pouvoir. Il n'y a pas d'idéal. Non, il n'y a rien. Ils sont 30 ans au pouvoir, aucun véritable discours d'idéal pour l'Afrique. Ceux qui sont restés 2-3 ans ont laissé des discours mémorables. Jusqu'à aujourd'hui, les gens se réfèrent. Ça veut tout dire. Kawin Maïzo, concrètement, pour que ceux qui nous suivent comprennent,
qu'est-ce que la Chine a gagné à offrir le siège de l'Union africaine? Qu'est-ce que la Chine avait? Quelle était la contrepartie? Vous savez, l'Afrique, c'est un grand terrain de jeu pour les grandes puissances internationales. Il y avait les Américains, il y avait les Européens. La Chine voudrait rentrer en Afrique. Il est rentré en Afrique, il a offert un bâtiment, truffé de micros, il a suivi toutes les réunions, il connaît les faiblesses, les forces de tout un chacun. Pour la Chine, c'est juste un instrument de puissance, une façon de dire que je suis maintenant en Afrique, je suis là. Ça nous amène, Saleh Kebzabo, à aborder la question de politique étrangère commune. On a déjà parlé de la sécurité et de la défense, mais les choses se font déjà sur ce plan. Est-ce qu'il est possible d'avoir une politique internationale commune de façon à ce que le continent parle d'une même voix face aux autres? Sur le principe, c'est possible. C'est même souhaitable. Mais une fois encore, on va toujours affronter les mêmes problèmes de souveraineté et autres qui vont jalonner le chemin de ce principe qu'on veut mettre. Vous savez que ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand on adopte à Addis Abeba une mesure, il ne faut pas qu'au Congo, au Tchad, au Libéria ou au Togo, les voix soient discordantes. Il faut je m'entends bien. Voilà. Je m'entends bien, je dis que c'est souhaitable. Mais maintenant, on a toujours les preuves des faits qui peuvent peut-être retarder tout cela. Mais lorsque les pays eux-mêmes n'ont pas une vision internationale, comment voulez-vous qu'ils aient effectivement une vision internationale commune? C'est une fois on tourne en rond, on revient toujours au même. Mais déjà, il faut avoir un commissaire de l'Union africaine qui porte une voix forte, qui porte la politique internationale de l'Afrique. Lorsque nous vivons dans un continent, il n'y a pas d'institut de géostratégie digne de ce nom. On n'a pas une vision claire des enjeux du monde actuel. Et pourtant, nous pesons beaucoup, rien que par rapport au changement climatique. Nous pesons beaucoup. Absolument. 1 milliard d'habitants. 1 milliard d'habitants, des habitants jeunes, on arrive dans des réunions... richesses, on vient les chercher chez nous. Chez nous. On arrive dans des réunions où il y a des gens qui polluent, il y a des gens qui doivent subir la pollution. On ne peut pas parler d'une seule voix. Et surtout, on va commander. Enfin, bon. Et puis, nous sommes experts. Nous, les réunions internationales, c'est pour commander. C'est ça la politique aujourd'hui commune. C'est-à-dire que les gens, ils vont dans les réunions internationales pour aller commander. Non, ah oui. Si. C'est recherche de partenariat. Si. Nous sommes des commandeurs. Non. Les Africains à l'international sont des commandeurs. Non, alors, si. Moi, je dis une chose. Ils doivent arrêter. C'est très important. Richard Togbé. Moi, ce qui est le principe, c'est d'éviter les généralisations. Il y a des États qui ne sont pas dans les mêmes... Je suis d'accord, oui, très bien. Mais oui, d'accord. Il y a des États qui ne sont pas. Je suis très bien. Mais on se comprend. Ils sont tellement peu nombreux. Ils sont tellement peu nombreux qu'on est obligé de dire que ce sont des commandeurs. Parce que, pourquoi? Mais vous croyez que moi, Africain, ça me fait plaisir de dire que nos États sont des commandeurs? Vous croyez vraiment? Mais non, évidemment. C'est presque un coup de colère, un coup de gueule. Parce que nous allons dans les réunions internationales, mais regardez toutes les réunions internationales. À la fin, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient dire, ah oui, vous avez promis que vous devrez financer le réchauffement climatique, machin, chez nous, et vous n'avez rien donné. C'est systématiquement comme ça. On vient faire des rappels, des promesses. Mais attendez, les relations internationales, c'est un jeu de puissance. Donc, lorsqu'on va dans un rendez-vous du donner et du recevoir, on est en la question de l'unité. Tout à l'heure, vous avez parlé quelqu'un a parlé de l'OMC tout à l'heure. Oui. Vous savez combien de temps la Chine a mis pour signer l'accord de l'OMC? Plus de 10 ans. Ils ont étudié tout ça, ils ont vu qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce qu'ils vont trouver là-dedans, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils vont pouvoir... Dans la durée. Plus de 10 ans. Nous, là, on nous a tourné la tête seulement, on s'est mis à signer. Mais quand les Chinois ont signé, ils étaient prêts à entrer dans le jeu international du commerce. Voilà ils ont attendu le moment, le bon moment, bien sûr. Où ils ont maîtrisé tout ça. Exactement. Le poids pesé dans la balance avant de Il faut que chaque virgule soit bien lue, bien interprétée. Oui, mais ça, en même temps, j'ai envie de vous dire, je me souviens très bien, en janvier 1994, quand les États signaient la dévaluation du franc CFA, c'était M. Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, qui a forcé la main. Et d'ailleurs, le président Abdou Diouf le dit, je n'avais pas le choix, il fallait payer les fonctionnaires. Qu'est-ce que je fais? Mais comment... Si tu ne signes pas, tu n'auras pas de quoi payer les fonctionnaires. C'est un instrument de domination. Bien sûr. Comment est-on arrivé à ce qu'un État ne soit plus capable de payer ses fonctionnaires? Voilà la vraie question. Voilà. Vous êtes en train de nous dire que vous, chez vous, vous allez dire « Ah, je suis obligé de baisser la culotte devant mon voisin parce que celui qui nourrit mes enfants. » Ben oui, mais attends, mais comment ça se fait que c'est ton voisin qui nourrit tes enfants? Voilà la vraie question dès le départ. Diouf ne peut pas se plaindre de ce que il soit incapable de payer ses fonctionnaires. Comment il a fait?
Bah, comment il a fait? Il a hérité d'une situation. Oui, mais avant lui. Pas les programmes d'ajustement structurel. Oui, mais comment ils sont allés démanteler les économies du continent. Mais oui, mais comment sommes-nous allés vers ces programmes? On est d'accord. Les Asiatiques aujourd'hui n'en veulent pas. Nous, on repart encore. Hein. Chez moi, au Congo, tout le monde pleura. Le FMI vient encore nous fouetter. Attendez, c'est le comble. Pendant que d'autres cherchent à rompre, et nous on dit encore. Mais attendez, il y a un problème. Pour la plupart des pays européens, quelles sont leurs ressources naturelles? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Exactement. C'est les ressources humaines qui sont la richesse principale. Exactement. Ils font travailler leur intellect. Exactement. Exactement. C'est très important. C'est extrêmement important. Vous êtes dans ces pays-là, vous êtes d'abord frappé par la première richesse. C'est le cerveau. C'est la tête. C'est la tête. Mais oui, bien sûr, ce sont les hommes. Et les hommes ont toujours été à Kinshasa, pour ramasser les immondices, c'était l'Union européenne. Mais on est allé inaugurer un vieux véhicule ramasser des immondices que la ville de Bruxelles leur a donné. Vous vous rendez compte? Même pour les immondices. Un pays comme la RDC. Oui, mais lorsque l'Union européenne a coupé ce programme, il y a des immondices de 11 mètres à Kinshasa. Aujourd'hui, là, à côté du marché. Qui aujourd'hui gère tout cela au Cameroun, elle est d'origine française. Et même pour les immondices. Attendez. Peut-on se réjouir de ce qu'il y a quand même, et moi j'aime prôner l'optimisme, sans exagérer bien entendu, qu'on peut se réjouir de ce qu'il y a une génération de jeunes, de cadres, d'entrepreneurs africains qui pensent autrement, de leaders africains qui pensent autrement. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'au moins on peut quitter cette émission avec l'espoir, effectivement, que les choses changent? Sur le plan politique, on ne les voit pas beaucoup encore. Beaucoup de jeunes Africains sont prêts à prendre la relève. Ça on l'oublie beaucoup. C'est ça. Sur le plan politique, on ne dit pas, sur le plan politique, vous avez aujourd'hui de nombreux pays du continent où il y a plein d'anciens présidents, le Mozambique, le Botswana, le Ghana, même les Mali, en quelque sorte. Il y a des pays où les gens disent je ne révise pas la Constitution, je m'en vais. C'est pas de ça que je parlais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai dynamisme économique des jeunes entrepreneurs africains qui montent. Ça, c'est indéniable. Mais sur le terrain politique, force est de constater qu'on trouve encore très peu de ces jeunes qui s'engagent véritablement en politique. Mais ça vient. Merci. Oui, mais l'Afrique n'est pas perdue et nous sommes sur la bonne voie. Oui, mais il faut que, en effet, oui. Au Congo, au Cameroun, c'est très important. Il y a des jeunes qui sont en train d'émerger. Qu'il y a justement une jeunesse qui émerge. Il y a une nouvelle vision du monde et du continent qui émerge et qui suscite espoir. Merci. Il faut laisser ces jeunes-là émerger. On les empêche d'émerger. Sur le plan politique, j'entends. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale du Tchad, chef de file de l'opposition tchadienne, président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, ancien candidat à la présidentielle 2016. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Kevin Maïzo, journaliste, analyste politique. Merci. Vive Vivien Manangou, qui enseigne le droit à l'Université de La Rochelle en France et à la faculté de droit de l'Université Mariam Gouabi de Brazzaville. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Mais c'est vrai que pour une émission comme celle-ci,